Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du samedi 17 mai 2025. Dans les actualités de ce jour, parlons toujours de la tournée du couple présidentiel dans le sud de Madagascar. Touliar sera traité comme les autres chefs de lieux de province en matière d'infrastructure. Cette ville a sa place particulière et reste la fierté de la population de la région Atimandjefen, car le président Andry Rajoelina a inauguré aujourd'hui le boulevard de Kiembe, une digue de 5 km à peu près protégeant la Mahavat et de Kiembe de la montée des eaux. Ce sera un lieu de promenade pour la population et aussi une route qui reliera le pont directement à la RN7, non loin de l'aéroport. C'est dans une joie immense que les habitants de Touliar ont inauguré cette infrastructure avec le couple présidentiel. Reportage signé Josikel Ranjanirine et Andrew Razajaipe. Voici à quoi ressemble désormais le boulevard Kiembe. Ceux qui viennent d'arriver à Touliar restent bouche bée devant ces nouvelles et vastes infrastructures. Pour ceux qui ont connu l'ancienne route et les installations d'auparavant, la réalisation du boulevard Kiembe, le changement est tout simplement incroyable. Il y avait ici, il n'y a pas si longtemps, de l'eau stagnante, de la boue et des chemins impraticables. Faute de canaux d'évacuation, l'eau montait sans cesse, surtout après la pluie. Aujourd'hui, le site a été entièrement aménagé et le président Andry Rajoelina l'a officiellement baptisé boulevard Kiembe. Ce lieu a totalement changé de forme et est maintenant très fréquenté. Il est la fierté de toute la ville de Touliar. Lors d'une grande cérémonie officielle, le président Andry Rajoelina a procédé à l'inauguration des infrastructures en présence de la population de Touliar. Mais les travaux d'aménagement ne s'arrêteront pas là. La réhabilitation des routes dans la capitale du Sud, Touliar, reste une priorité. La construction des routes sera facilitée par l'installation de sources d'énergie renouvelables. La tournée du couple présidentiel dans la région Atimandjefen s'est achevée par cette cérémonie d'inauguration officielle du boulevard Kiembe. Restons toujours à Touliar. Le projet Basse-Touliar ne divisera pas les Malagasy. Au contraire, il apportera un développement bénéfique pour tous. Ce matin, le président Andry Rajoelina et son épouse se sont rendus dans la commune rurale d'Ankilimanilke, dans le district de Touliar 1. Il a apporté des aides aux habitants, notamment du Vartsin, et surtout, il a échangé directement avec eux sur le projet d'exploitation d'Elménite. Des discussions ouvertes ont eu lieu, donnant la parole à la fois aux opposants du projet, comme le colonel Fanamper, et aux partisans du projet. À l'issue de ces échanges, la population a exprimé d'une seule voix son soutien au projet Basse-Touliar, désormais validé par l'ensemble des habitants. Reportage toujours de Josikel Ranjanirine et Andrew Razajaipe. Devant les bureaux de la commune d'Ankilimanilke, une foule nombreuse s'est rassemblée dès le matin malgré la chaleur accablante. Tous attendaient avec impatience le président Andry Rajoelina et son épouse. D'abord parce qu'ils savaient qu'il viendrait avec des aides, notamment du Vartsin et des kits solaires. Mais surtout parce qu'ils attendaient des réponses de sa part concernant le très controversé projet Basse-Touliar qui a longtemps divisé la région sud. Après 6 ans de suspension, l'État a donné son feu vert à la reprise des activités de Basse-Touliar sur l'exploitation de l'Elménite Aranbe. Depuis cette annonce, les opinions sont partagées. Nombreux sont ceux qui se réjouissent au retour du projet, espérant enfin voir le développement arriver dans la région Atimandjefen, notamment les habitants des 4 communes directement concernées, Ankilimanilke, Sianissi, Belaland et Marmianj. Il est temps d'en finir avec l'image de Touliar, cimetière de projets. Il faut enfin des projets de développement concrets dans le Sud, apportant investissement, emploi et retombées sociales. Le président Andry Rajoelina n'a toutefois insisté. Aucune division ne doit subsister à cause d'avis divergents. C'est pourquoi les opposants ont également pu s'exprimer. Parmi eux, de nombreux jeunes, également le colonel Fanamper, bien connu pour les manifestations d'Adabouy, était aussi présent. Il a affirmé que son opposition au projet ne signifie pas une opposition au régime, mais qu'elle est due au manque de clarté et aux doutes persistants concernant le projet Basse-Touliar. Le ministre des Mines a donné des explications techniques brèves mais claires à la population, notamment sur les questions d'eau et d'environnement, qui sont particulièrement sensibles dans la région. Toutes les décisions prises, y compris la suspension en 2009, les négociations et aujourd'hui la reprise, ont une seule et unique finalité, s'assurer que Touliar puisse enfin bénéficier de cette exploitation pour sortir les habitants de la pauvreté, a souligné le président Andry Rajoelina.
Les échanges ont été longs et riches, dissipant les inquiétudes. Nous sommes actuellement dans la phase préparatoire à l'ouverture du projet Bastouliard, estimé à 14 mois. Ensuite, après la finalisation des accords fonciers avec les habitants, le traitement des tombeaux et les indemnisations, les infrastructures commenceront à être mises en place. Le projet prévoit plus de 4000 emplois directs avec une priorité donnée aux jeunes de la région actuellement en cours de formation pour pouvoir postuler. À Kilmanilk en particulier, les habitants sont désormais confiants. Cette rencontre directe avec le président Anjradzuil les a convaincus que leur commune et leur vie vont changer. Cette journée restera gravée dans les mémoires comme celle où Kilmanilk accueillit pour la première fois un président de la République. Dans la page politique, aucune convocation de ministres membres du gouvernement n'est prévue dans la première partie de l'ordre du jour adopté par l'Assemblée nationale selon le président de cette institution. En revanche, une rencontre entre les députés et le gouvernement dirigé par le Premier ministre est au programme. Elle se tiendra sur 2 jours, toujours d'après les précisions du président Toukeli Justin. Par ailleurs, la journée du mardi 20 mai est réservée à une séance consacrée au parlementaires de l'opposition qui proposeront eux-mêmes les thèmes à débattre. Toutefois, là encore, aucune présence des membres du gouvernement n'est prévue, a insisté le président de l'Assemblée nationale. Marvelade Sferan nous en dit plus. C'est le bureau permanent de l'Assemblée nationale qui élabore le projet d'ordre du jour des sessions ordinaires. Celui-ci est ensuite débattu au sein de la conférence des présidents, composée des membres du bureau permanent et des présidents de chaque commission, avant d'être soumis à l'approbation de l'ensemble des députés en séance plénière. Le président de l'Assemblée nationale a expliqué ce processus afin de souligner que les décisions sur l'ordre du jour sont prises collectivement à Atimbazaz. Selon la première partie du calendrier, qui s'étend du 6 au 28 mai, aucun point ne concerne l'audition de ministres, confirme Toukeli Justin, président de l'Assemblée nationale. Le président de la Chambre basse a néanmoins confirmé une rencontre entre le gouvernement conduit par le Premier ministre et des députés. Cette réunion sera tenue sur 2 jours dans un esprit de dialogue entre l'exécutif et le législatif, selon toujours Toukeli Justin. Mais la date n'a pas été encore communiquée. Toujours selon l'ordre du jour, une séance plénière consacrée aux députés de l'opposition se tiendra ce mardi 20 mai. Ils auront toute latitude pour choisir les sujets à évoquer. Le président de l'Assemblée nationale a toutefois réaffirmé qu'il n'y aura pas de convocation de ministres prévue à cette séance. Parmi les programmes inscrits à l'ordre du jour de cette première partie figure la proposition de loi du député élu à Bétchouk, Nicolas Randjenassoul, relative à la protection spéciale des personnes atteintes d'albinisme, la proposition de loi sur la commercialisation d'alcool artisanal, le Tokagas, présentée par le député élu dans le district d'Amboustch, Fanmezansou Yves Ndjamiadz, la proposition de loi de la députée de Vatminj et Sophie Ratsirak portant sur le code de l'artisanat. La session comprend également des séances de travail, des travaux de commission, ainsi qu'une réunion du bureau permanent. Dans un tout autre sujet, le général de corps d'armée Serge Gelé, ancien secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale, a commémoré le 40e anniversaire de son entrée à l'école de la gendarmerie nationale d'Amboustch à Ouéna en tant qu'élève gendarme. Il a choisi de célébrer cette date symbolique par un retour aux sources en partageant son savoir-faire et en transmettant son expérience aux nouvelles générations. Ce passage à l'ENA revêt également d'un caractère particulier car cet ancien haut responsable de la gendarmerie s'apprête à partir à la retraite au mois de juin prochain. C'est pourquoi il a tenu à boucler officiellement la boucle en retournant au point de départ après une 40aine d'années de service au sein de la gendarmerie nationale. Le point toujours avec Marvelade Sferan. Militaire accompli, le général de corps d'armée, Serge Gelé, ancien secrétaire d'État à la gendarmerie nationale, a prouvé durant ses 40 années, 1 mois et 6 jours de service, son engagement sans faille tant dans ses actes que dans sa conduite. Il a toujours su concilier discipline, déontologie et éthique avec les valeurs militaires fidèles au credo pour la patrie. Il a intégré l'ENA d'Amboustch le 15 mai 1985 au sein de la 44e promotion. Le jeudi 15 mai dernier, il a fait son grand retour dans cette école, partageant une journée entière avec les élèves de la 79e promotion. Le général a suivi à la lettre le programme d'entraînement. Dès 5h30 du matin jusqu'à 21h non-stop, il s'est pleinement émergé dans la vie d'un élève gendarme, tout en apportant son encouragement et sa bénédiction à l'endroit des élèves et des instructeurs. Ce moment fort lui a également permis de mesurer sa propre condition physique et mentale,
à la veille de ses 61 ans, le 21 juin prochain. Ce retour à l'ENA, qu'il a dirigé en tant que commandant d'école en 2012, est aussi une manière pour le général Serge Gelé de rendre hommage à cette école de la gendarmerie qu'il a formée. Ce moment, il l'a aussi dédié aux échanges avec les jeunes élèves gendarmes, partageant ses expériences, ses conseils et leur transmettant sa bénédiction. Il a évoqué une phrase biblique qui l'inspire. « Ton commencement aura été petit, mais ta fin sera très grande. » Et cela pour incarner un modèle pour les jeunes gendarmes, une source d'inspiration dans leur carrière militaire. Il a également affirmé qu'il restera disponible pour transmettre son savoir, même après son départ à la retraite prévu pour le 21 juin prochain. Des jeunes plants de mental ont également été plantés durant cette journée du 15 mai à l'ENA. Pour clore sa visite, l'ancien SEG a fait don d'ordinateurs portables et de ballons de football à l'ENA en guise de reconnaissance envers l'école qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, un général de corps d'armée. La carrière du général Serge Gelé a été notamment marquée par l'épisode du crash d'hélicoptère la nuit du 20 décembre 2021, alors qu'il rentrait d'une mission avec le Premier ministre à Fenerife. Il était parmi les survivants après avoir nagé 12 heures dans l'océan au large de Mahab. Par ailleurs, le slogan « Tanama on Fanjipa Leman » a marqué également son passage à la tête du secrétariat d'État chargé de la gendarmerie, tout en renforçant sa volonté de rapprocher la gendarmerie du peuple. Il s'est personnellement engagé à diffuser publiquement son numéro de téléphone pour recueillir directement les plaintes et les cas d'insécurité dans les zones les plus reculées de Madagascar. Actualités sociales, parlant santé pour continuer ce journal. De nombreuses causes peuvent entraîner une augmentation de la tension artérielle. Selon les explications, une personne est considérée comme ayant une hypertension artérielle dès que ces causes apparaissent. Et justement, l'hypertension peut être un état classifié pathologique. La prévention reste le meilleur moyen d'éviter une possible hypertension selon toujours les professionnels de santé. La journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle est célébrée aujourd'hui. Reportage signé Khad Romananzatouf et Anzar Razonarville. Tout le monde, jeune comme moins jeune, peut être touché par l'hypertension artérielle selon les explications des médecins. Le stress, le manque de sommeil et les émotions fortes figurent parmi les principales causes d'une hausse de la tension. Les conséquences de l'hypertension peuvent être graves, notamment la détérioration des reins ou l'accident vasculaire cérébral, AVC, pouvant aller jusqu'à un décès soudain. Dès qu'une personne présente une hypertension, on parle d'un état pathologique. La prévention passe notamment par la pratique régulière d'une activité physique et par une alimentation saine, et qui sont parmi les moyens les plus efficaces pour prévenir l'hypertension. La journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle a été célébrée ce 17 mai. L'événement officiel s'est tenu au CSB de Dambuipo. À cette occasion, des contrôles de tension artérielle ont été offerts gratuitement, accompagnés de conseils aux personnes concernées par l'hypertension. Restons toujours dans cette page sociale, mais parlons à présent transport. La mise en œuvre de la démonétisation est présentée comme une solution pour mettre fin aux infractions commises par les taxibés opérant dans la capitale, selon les déclarations du président de la coopérative Mirinj hier. Cette stratégie vise à éliminer complètement la manipulation d'argent liquide par les conducteurs et les ailes-chauffeurs. Par conséquent, il ne devrait plus y avoir de problème de remboursement ni surtout de détournement d'itinéraires ou d'abandon de passagers en dehors des arrêts autorisés, comme le stipule la loi. Reportage de Martina Nien et Sechan Jenab. Les non-respects d'itinéraires et les abandons de passagers en dehors des arrêts prédéfinis sont des situations fréquentes chez les taxibés opérant dans la capitale et ses environs. Ces pratiques sont une source constante de plaintes de la part des usagers. Le maire de la commune d'Alassour confirme recevoir régulièrement des doléances de la population concernant les taxibés qui ne respectent pas les règles. La coopérative Mirinj, qui fait partie des coopératives de transport public opérant dans la capitale, propose comme solution l'instauration de la démonétisation visant à supprimer la manipulation d'argent liquide selon les explications. Cela permet d'éliminer les détournements de trajets et l'abandon des passagers pratiqués par certains taxibés d'après les explications. Le respect des lois figure parmi les normes exigées dans le transport public, une responsabilité qui commence par les coopératives gestionnaires de ces taxibés. Toujours selon les explications,
Cette coopérative en particulier répond à ces exigences, ayant mis en place les infrastructures nécessaires demandées par la population. C'est hier que ces infrastructures ont été inaugurées en présence du président du Sénat, le général Richard Ravalmanan, et de la maire de la commune urbaine d'Antananarive, Al Ramanansu. Parlons à présent action sociale. Depuis 2019, les jeunes filles et jeunes hommes élus Miss et Mister Diaspora Malagasy de France viennent chaque année à Madagascar pour réaliser des actions sociales au profit de leurs compatriotes. Pendant plus d'une semaine, ils parcourent les régions les plus isolées pour distribuer des fournitures scolaires aux enfants démunis et aider les parents à inscrire leurs enfants à l'école. Aujourd'hui, ils ont également distribué des repas chauds à 1000 personnes issus des 36 Foukontane et du 6e arrondissement. Reportage sur les images d'Antara Zanarvel. Depuis 2019, l'association Miss et Mister Diaspora Malagasy de France est devenue un organisme caritatif œuvrant à Madagascar. Les deux jeunes Miss et Mister Malagasy Diaspora, sélectionnés parmi 30 participants, interviennent principalement pour favoriser l'accès à l'éducation des enfants en leur distribuant des fournitures scolaires. Cette année, ils ont choisi d'agir dans les régions d'Antsnanan et Analanzrov. Ces Miss et Mister Diaspora Malagasy considèrent que venir en aide à leurs compatriotes constitue pour eux un engagement essentiel. La première raison qui m'a poussé à participer au concours, c'est pour me rapprocher de la culture malgache, parce que j'ai grandi avec ma maman, elle est française, et j'ai pas grandi avec mon père qui est malgache. Donc premièrement, pour moi, je voulais absolument me rapprocher de ma culture, c'est pour ça que j'ai décidé de participer au concours. Deuxièmement, c'est le projet humanitaire, ce qu'on vient de faire là cette semaine, c'est ce qui m'a poussé à participer, ça me tenait à cœur de pouvoir aider mon pays. Ils financent leur action sociale grâce au soutien de la diaspora malagasy d'Europe, aux diverses cagnottes en ligne et aux partenariats noués avec plusieurs acteurs. Cette année, environ 500 enfants ont ainsi bénéficié de fournitures scolaires offertes par l'association et aujourd'hui, l'association Miss et Mister Diaspora Malagasy a distribué des repas chauds et des vivres à 1000 familles vulnérables issues des 36 Foukontane du 6e arrondissement. Toujours dans le cadre de ces actions sociales, la circoncision de masse effectuée par l'association AFF ou Anjis Food Chawan Sapanchun chaque année a débuté dans le 4e arrondissement, la capitale. L'association collabore avec le dispensaire Fassoav Nanusbe pour la tenue de cette mobilisation sociale dont 50 enfants ont été bénéficiaires. Reportage. Le fait que les personnes en situation de précarité et celles qui disposent de peu de moyens pour assurer la santé de leur famille, comme par exemple la circoncision qui est obligatoire, puissent y accéder est la raison pour laquelle des associations caritatives telles que l'AFF ou Anjsfuchawani Apanchsun organisent des campagnes de circoncision de masse. C'est dans le 4e arrondissement que l'AFF a lancé cette campagne pour cette année 2025 en collaboration avec le dispensaire Fassoav d'Anusbe, un centre de santé qui prend également en charge les personnes démunies d'Anusbe et des environs. Selon les parents, cette initiative sociale permet de réduire les dépenses à leur charge. Il est à noter que 50 jeunes garçons d'Anusbe et de ses alentours ont été circoncis durant cette campagne. En plus de bénéficier de la circoncision de masse, les enfants ont également reçu des jouets et des friandises offerts par l'AFF. Selon la présidente de l'AFF, Angravat Mang, la campagne de circoncision massive, qui entre dans le cadre de leur action de santé, se tiendra dans toute la capitale. Et c'est ce qui nous conduit aux actualités internationales de ce soir. Malgré un tollé international, l'armée israélienne a annoncé aujourd'hui avoir mené des frappes d'envergure sur Gaza, marquant le lancement de l'intensification de son offensive sur le territoire palestinien, cible d'intenses bombardements qui ont fait des centaines de morts depuis jeudi. France 24. Depuis 4 jours environ, on reçoit des vidéos toujours plus horribles de bombardements israéliens, des corps déchiquetés dans les rues. On ne peut évidemment pas montrer ces vidéos à la télévision française vu l'intensité de leur violence. Au moins 93 morts aujourd'hui selon le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas, mais dont les chiffres sont jugés crédibles par les instances internationales qui travaillent à Gaza. Hier, c'était plus d'une centaine
de morts. Les Palestiniens de Gaza disent tout simplement avoir l'impression de revivre les pires jours du début de la guerre, lorsque, idem, il n'y avait aucune entrée d'aide humanitaire et lorsque ces frappes israéliennes se faisaient quotidiennes et dans de multiples quartiers. Il faut bien se rendre compte qu'il n'y a plus vraiment de zone humanitaire dans la bande de Gaza, qu'à la faveur du cessez-le-feu, en février dernier, les gens sont retournés chez eux, principalement dans le nord. Or, aujourd'hui, c'est bien dans le nord qu'il y a ces frappes israéliennes et ces nombreux décès. Et puis, il y a aussi la sensation d'avoir vécu un carrefour décisif de la guerre à Gaza cette semaine, avec la visite de Donald Trump dans les pays du Golfe qui s'achève ce soir. Lors de la libération de l'otage israélo-américain Eden Alexander, il y a eu pour les Palestiniens de Gaza l'espoir qu'un cessez-le-feu sous la houlette des Américains, potentiellement imposé aux Israéliens, puisse être atteignable. Visiblement, ce n'est pas ce qui est en train d'arriver, c'est plutôt l'autre scénario, celui de la catastrophe, qui est en train d'arriver, puisque les Israéliens semblent commencer à mener leur grande opération militaire qu'ils ont annoncée il y a une dizaine de jours. Les boucliers de Gédéon, c'est le nom qui a été donné à cette opération, qui prévoit la conquête de Gaza et le déplacement de quasiment tous les Palestiniens de Gaza vers le sud. C'est également une situation extrêmement difficile à vivre pour les familles des otages israéliens. Le Forum des familles des otages, qui est l'organisation qui les représente, parle d'une occasion historique manquée de faire libérer tous les otages. Je vous rappelle qu'il y a encore 58 Israéliens aux mains du Hamas, dont une vingtaine sont considérés comme toujours en vie par les autorités israéliennes. Et en Libye, un policier a été tué lors d'une tentative d'assaut de manifestants contre le siège du gouvernement de Tripoli, ont annoncé des sources officielles sur fond de regain de tension dans la capitale libyenne. Le point avec France 24. Ils sont des milliers à être descendus dans les rues de Tripoli pour demander la chute du gouvernement. La situation est insupportable. Il est essentiel que nous descendions dans la rue. Il est nécessaire de dénoncer, nous voulons notre indépendance, nous voulons notre confort. Assez de guerre, assez de répression, assez d'humiliation et de honte. En début de semaine, de violents affrontements entre groupes armés ont ensanglanté la capitale libyenne. En cause, des dissensions entre les milices qui soutiennent le Premier ministre Abdulhamid Dbeibah et se partagent le contrôle de la ville. Excédés par ces conflits récurrents, les manifestants piétinent le portrait du chef du gouvernement. Nous sommes venus aujourd'hui exiger la chute de ce gouvernement et le renforcement d'un gouvernement chargé d'organiser un consensus national. Nous demandons également la dissolution des groupes armés. Des groupes armés sur lesquels s'appuie le fragile pouvoir du gouvernement d'union nationale, un pouvoir politique reconnu par les Nations Unies, mais qui ne contrôle qu'une infime partie de la Libye, autour de la capitale, Tripoli. L'Est et le Sud du pays est lui toujours aux mains des forces du général Khalifa Haftar. Après la manifestation de ce vendredi, plusieurs hommes ont tenté de prendre d'assaut le siège du gouvernement. Un policier a été tué dans l'attaque. Face à la colère de la rue, plusieurs ministres ont donné leur démission. Aux États-Unis, un chasse à l'homme est en cours à la Nouvelle-Orléans, justement dans le sud de ce pays, après l'évasion dans la nuit de 10 prisonniers qui sont activement recherchés et potentiellement armés et dangereux. Une photographie de l'intérieur de la prison prise après leur fuite montre un trou rectangulaire dans un mur blanc avec écrit « Trop facile » au-dessus. Les détails avec France 24. Leur fuite a été captée par des caméras de vidéosurveillance. Ces 10 hommes s'évadent en pleine nuit d'une prison de la Nouvelle-Orléans. Il était peu après minuit quand ces détenus forcent l'ouverture d'une porte de cellule avant de creuser un trou dans le mur situé derrière les toilettes. Comme un symbole, ils prennent même le temps de laisser un petit mot au gardien, trop facile. Les évadés quittent ensuite le bâtiment par un quai de livraison, utilisent des couvertures pour franchir des barbelés avant de traverser en courant l'autoroute voisine. Comble de l'humiliation pour les autorités, leur disparition n'a été remarquée que 7 heures plus tard. Nous avons des informations indiquant que ces détenus ont été aidés dans leur évasion par des individus appartenant à nos services. Nous reconnaissons qu'il est impossible que des personnes aient pu sortir de ce centre sans une défaillance dans la sécurité. C'est impossible. Selon le shérif, les détenus ont pu s'échapper à cause de serrures défectueuses, conséquence de la vétusté et du manque d'investissement dans ces structures. Un des évadés a été interpellé peu après, caché sous une voiture au cœur du quartier français de la Nouvelle-Orléans.
Les autres sont toujours en cavale. Certains sont accusés de meurtre. Mesdames et messieurs, fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Restez avec nous pour la suite des programmes. Vous allez suivre la série Feinte, l'intégralité de tous les épisodes de la semaine. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.